Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons parler de quantificateurs. Alors, jusque-là nous avons manipulé des propositions, disons fixes. Or la plupart du temps nous avons des variables et des propositions qui dépendent de ces variables. Donc une proposition qui dépend d'une variable, habituellement on n'appelle pas proposition, on l'appelle prédicat. Donc une définition. Donc un prédicat, c'est une fonction qui dépend d'une ou plusieurs variables. Et puis ces variables étant dans des ensembles. On ne va pas non plus entrer trop dans le détail. Donc on peut voir un prédicat comme une fonction à variable dans un ensemble et à valeur booléenne, c'est-à-dire vrai ou faux. Donc, par exemple, on peut avoir le prédicat x plus y égale 42 qui est défini, donc deux variables, donc sur par exemple r carré. On pourrait le définir sur c carré. Hein. Ça c'est un prédicat. Alors, comment est-ce que l'on va manipuler ces prédicats? Eh bien, on a deux types de quantificateurs. Donc, définition. Donc, si P est un prédicat à variable dans un ensemble E, eh bien d'abord on a la proposition pour tout x dans E P de x. Ça c'est la proposition qui est vraie si P prend la valeur vraie, donc est vrai. Donc pour tous les éléments de E. On peut le définir de manière formelle, mais cette définition nous suffira. Et on a un deuxième prédicat, une deuxième proposition. La proposition que l'on lit, il existe x dans E tel que P de x. Ça, c'est la proposition qui est vraie. S'il existe au moins, bien sûr, il existe, veut dire il en existe au moins un, donc au moins un élément de E sur lequel P est vrai. Donc par exemple, je peux former à partir de ceci 4 propositions. Pour tout x dans R, pour tout y dans R, x plus y égale 42. Pour tout x dans R, il existe y dans R tel que x plus y égale 42. Il existe x dans R tel que pour tout y dans R, x plus y égale 42. Et il existe x dans R, il existe y dans R tel que x plus y égale 42. Donc vous voyez que on a x plus y égale 42 qui est un prédicat de deux variables. Quand je quantifie sur y, j'obtiens un prédicat d'une variable. Et quand je quantifie sur x, j'obtiens un prédicat de zéro variable, ce que l'on appelle, nous, une proposition. Ces quatre propositions ont des valeurs de vérité différentes. Je vous laisse réfléchir à quelles sont ces valeurs de vérité. Et on va déterminer ça maintenant.
en correction d'exercice. Donc, je vous laisse déterminer ceci. Mettre en pause la vidéo. Alors, donc on a les propositions 1, 2, 3, 4. Et puis ça va nous permettre de voir comment est-ce que l'on montre qu'une propriété quantifiée est vraie ou fausse. Donc, la première proposition est fausse. Par exemple, avec x égale 0 et y égale 0, on a x plus y qui est égal à 0, qui est différent de 42. Donc comment est-ce qu'on montre que pour tout quelque chose, un prédicat est faux? On exhibe un contre-exemple. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, il faut bien comprendre. Ce sera notre manière de raisonner systématiquement. Pour montrer qu'un pour tout est faux, on exhibe un contre-exemple. Alors la proposition numéro 2 est vraie. Comment est-ce que l'on fait cela? Alors, donc ça c'est vraiment une étape méthodologique importante. Comment montre-t-on qu'une phrase qui commence par pour tout quelque chose est vraie? Il y a une manière de procéder, une seule. On introduit ce paramètre-là. Donc je dis soit x dans R, et je veux montrer que il existe y dans R tel que x plus y égale 42. Comment est-ce que je montre il existe y dans R tel que x plus y égale 42? Comment montre-t-on une phrase qui commence par un il existe? La méthode principale, c'est d'exhiber un objet qui vérifie ceci. Alors là, c'est très simple, ce ne sera pas toujours aussi simple. Eh bien, je peux regarder y égale 42 moins x. C'est bien un réel. Et on a bien x plus y égale 42. Pour le 3. Donc, il existe x tel que pour tout y. Eh bien, le 3 est faux. Comment montre-t-on ceci? Le plus simple, souvent, sera de raisonner par l'absurde, c'est-à-dire de supposer le contraire. Ça revient à montrer aussi que le contraire est vrai. Donc si 3 était vrai, on dit soit un tel x, qui vérifie que pour tout y dans R, x plus y égale 42. Alors il faut travailler avec cette phrase, mais vu que c'est pour tout y, on peut l'instancier en n'importe lequel des valeurs de y. On a par exemple 42 égale x plus 0 égale x plus 1, donc 0 égale 1. Et ça c'est absurde. Pour le 4, je vous laisse le faire tout seul, et on verra éventuellement en classe, mais c'est quelque chose de très simple. Donc ça, on a vu là, ensemble, dans les 1, 2, 3, les 3 principales méthodes de rédaction pour travailler avec des quantificateurs. Et il sera très important, quand je dis pour travailler avec des quantificateurs, non, pour montrer une phrase quantifiée. Et il sera très important de suivre cette méthode de rédaction, parce que sinon, au bout d'un moment, vous n'arriverez plus à faire quoi que ce soit. On remarque que quand on démontre, nulle part n'apparaissent des quantificateurs. Et c'est normal, les quantificateurs apparaissent dans des phrases mathématiques codées, mais quand on démontre, on rédige en français, sans symbole mathématique. Alors, sur les quantificateurs, il y a deux questions que l'on doit investiguer. Premièrement, est-ce que l'on peut les échanger? Donc, la réponse est oui. Donc, on peut échanger
deux quantificateurs de même nature. Je ne le démontre pas. Par contre, on vient de voir dans l'exemple précédent qu'on ne peut pas échanger deux quantificateurs de nature différente. Donc, on n'échange jamais un quantificateur quel que soit ou pour tout avec un quantificateur il existe. Ça, jamais. Une remarque, une abréviation. On avait écrit pour tout x dans R, pour tout y dans R, x plus y égale 42, par exemple. Celui-là, on a dit qui était faux. Eh bien, il s'écrit aussi, hein, c'est une abréviation, on se permettra de l'écrire pour tout xy dans R, x plus y égale 42. Puis là, vous voyez que c'est un abus de notation, mais on se le permettra, ça permettra d'alléger certaines notations. Puis vous voyez que là, on échange très naturellement le x et le y. Pareil, on pourrait écrire il existe xy dans R, tel que, sans trop se poser de questions. Une deuxième question plus importante, c'est celui de la négation d'un quantificateur. Donc, allez, je peux appeler théorème. Je ne vais pas le démontrer, mais c'est quelque chose de très important. Donc, si je prends P, un prédicat défini sur un ensemble E, je peux vouloir nier la proposition pour tout x dans E, P de x. Et bien ceci, ça a la valeur logique de il existe x dans E, tel que non P de x. Et enfin, et aussi, on peut vouloir nier le il existe x dans E, tel que P de x. Et ceci, c'est logiquement équivalent à pour tout x dans E, non P de x. Donc, en fait, c'est lié au point numéro 3 ici, que l'on a traité avant. Comment il faut bien comprendre que le contraire d'une phrase qui commence par pour tout, c'est une phrase qui commence par un il existe. Et après qu'on attaque le contraire suivant. Donc, on va faire un exemple. On peut prendre la phrase pour tout x dans R, il existe un entier relatif n, tel que n est inférieur ou égal à x, strictement plus petit que n plus 1. C'est la définition de la partie entière. Cette phrase, vous devez savoir la nier. Donc je vous laisse en exercice. Enfin, mettez en pause la vidéo et niez cette phrase. Donc si vous reprenez la vidéo, comment cette phrase se nie-t-elle? Elle se nie en... Donc quand on nie un pour tout, on le transforme en il existe x dans R, donc tel que pour tout entier relatif n. Alors il faut nier ceci. Ceci, attention, c'est un et. Donc ça c'est une abréviation pour n plus petit que x et x strictement plus petit que n plus 1. Donc attention, ceci se nie en n strictement plus grand que x ou x supérieur ou égal à n plus 1. Tout simplement.
C'est quelque chose d'assez mécanique et qu'il faut savoir faire, on va dire, assez facilement. Alors, une remarque. Maintenant, vu que l'on a quand même commencé à manipuler tous ces quantificateurs, eh bien, il faut bien comprendre que quand on quantifie une phrase, la variable quantifiée devient muette. Donc ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Donc ça, c'est une remarque. Dans une phrase quantifiée, les variables sont muettes. Donc par exemple, il existe x dans C tel que x carré égale moins 1. C'est la même phrase. Que il existe petit cœur dans C tel que petit cœur au carré égale moins 1. Bon, même si on essaie de ne pas utiliser petit cœur comme variable en maths. Donc ça, c'est quelque chose d'important et c'est un principe auquel il faudra vous habituer. C'est que quand on écrit une phrase quantifiée, en fait, les variables n'existent pas en dehors de ces phrases. Notamment, on ne peut pas les reprendre dans des démonstrations. C'est une des nombreuses raisons qui font que l'on n'utilise pas de quantificateur dans une démonstration. C'est vraiment pas bien, et c'est pas bien, on va dire stylistiquement, mais aussi parce que cela amène des erreurs. Donc, vous allez prendre l'habitude, petit à petit, d'utiliser correctement ces quantificateurs. Et pour terminer, je vais vous présenter deux abus de notation, mais qui sont utiles et utilisés. Donc, premièrement, c'est le pseudo-quantificateur, il existe un unique. Donc, il existe un unique x dans E tel que P de x, ça se lit. Il existe un unique x appartenant à E tel que P de x. Donc il y a existence, il y a un symbole, il y a une existence et il y a une unicité. Il y a deux propriétés. C'est un pseudo-quantificateur parce que on verra que, comment dire, il se manipule presque comme un quantificateur, mais par contre il peut s'écrire entièrement en fonction des deux quantificateurs que l'on a vus pour tout et il existe. Donc l'exercice que je vous donne, que je ne corrigerai pas ici et dont on pourra discuter en classe, ce sera intéressant, c'est d'écrire cette phrase uniquement avec les deux quantificateurs qu'on a vus, existentiel et universel. Donc existentiel existe, universel quel que soit pour tout. Donc voilà. Et puis cette phrase-là, on la retrouvera quand même. Donc par exemple, hein, on peut écrire que pour tout réel x, il existe un unique réel t tel que x égale t au cube. Définition de la racine cubique d'un réel. Donc ça, c'est une utilisation. Et puis enfin, dernier abus de notation. C'est un abus de notation que l'on retrouvera souvent en analyse, par exemple dans les écritures de limite. Donc, je vais vous en présenter un. Donc, si je prends une suite UN réelle, donc ça c'est l'ensemble des suites à valeur réelle, on verra pourquoi. Eh bien, par exemple, la phrase UN tend vers plus l'infini, comment est-ce que cela s'écrit? On l'écrira, quel que soit le niveau A,
il existe un rang n0 à partir duquel, et on écrira un pour tout n plus grand que n0, un est plus grand que a. Vous avez peut-être écrit cette phrase ainsi. Ça, c'est un abus de notation. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire, cela remplace la phrase pour tout entier naturel n plus grand que n0 implique, et puis ensuite la même chose. Sauf que ça, c'est un peu lourd. Et cette phrase, on préfère souvent l'écrire. Alors attention, c'est un abus de notation, puis il y a un implicite quand même, par exemple ici, le fait que n soit un entier naturel. Donc si on a un doute, si on veut être précis, on revient à ce type d'écriture. Ce que je vous laisse faire, c'est de nier ceci. Donc, je prends A un réel, N0 un entier naturel, donc fixé, et je vous donne comme tâche de nier la phrase, cette phrase-là, mais de le faire proprement. Donc je vous laisse faire ça, et puis on pourra éventuellement en discuter en classe. Voilà tout ce que vous avez à savoir sur les quantificateurs. Dans les vidéos suivantes, puis dans toute la fin de ce chapitre, nous allons parler ensuite de la notion de et du principe de raisonnement par récurrence.